Voici le nouveau B-Way di-Atto 2DMi. On connaît déjà bien B-Way D et ses véhicules électriques, mais le DMi signifie Dual Mode Intelligent. Alors oui, c'est une hybride rechargeable, mais il y a même un troisième mode. On en reparle ainsi que de tout ce qu'il faut savoir sur ce véhicule dans l'épisode d'Autoji Fuel d'aujourd'hui avec moi. Tout d'abord, quand j'ai vu les photos, elle paraissait plus grande, mais là, en vrai, elle est plutôt compacte. On est bien sur le segment B, donc un gabarit proche d'une Golf hybride rechargeable ou du Kia Niro hybride rechargeable. Le design avant est, je trouve, typiquement B-Way D. Certes, ça ne fait pas partie de la série Ocean, donc ce n'est pas comme la Seal ou le Sea Lion, mais on retrouve quand même ces feux LED très effilés. L'Atto est bien sûr aussi une voiture 100% électrique, mais cette version hybride se distingue par de légères modifications subtiles ici sur le pare-choc avant. Des prises d'air très fines et élancées, complétant un look très sobre. L'Atto 2 se décline en deux variantes, la version de base active et la finition supérieure Boost. La version de base est équipée de jantes 16 pouces, mais comme vous voyez ici, on a du 17 pouces sur la finition Boost. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres différences entre les deux finitions, surtout pour le moteur et la transmission, on y reviendra plus tard. Mais encore une fois, la taille, segment B, compacte. Elle fait 4,3 mètres de long, mais elle est assez haute. Et l'empattement est aussi vraiment très long. Du coup, ça donne quoi pour l'espace intérieur? On va voir ça. Mais encore une fois, un design très propre et simple, fidèle aux standards, ce qu'on connaît. C'est bien de voir des poignées de porte classiques. Vous savez peut-être qu'elles ne sont plus autorisées en Chine, donc ce ne sont pas des poignées affleurantes. J'aime bien l'effet de toit flottant ici avec cette couleur argentée brillante, mais dans l'ensemble, encore une fois, rien de trop tape à l'œil, c'est très sobre. Que penses-tu du design? J'aime bien aussi ces bulles en bas, ça lui donne un look tout-terrain, mais pour être honnête, c'est juste une traction avant et je ne m'aventurerai pas hors piste à ta place. Alors, c'est quoi ce mode duel? Eh bien, évidemment, un hybride rechargeable signifie qu'il y a un moteur essence et un moteur électrique. C'est un moteur essence 4 cylindres de 1,5 litre atmosphérique et, selon la finition, on a soit une batterie LFP de 7,8 kWh. Batterie, la batterie BYD Blade, ou une batterie de 18 kWh. La différence entre les deux est d'environ 100 kg, soit de 1510 kg à 1620 kg. Alors, avez-vous vraiment besoin de la plus grosse batterie? On parlera de l'autonomie dans une minute. Mais ce moteur n'est en fait qu'un générateur, comme un Rex, le Qashqai ou le X-Trail, le Nissan e-Power que j'ai conduit l'an dernier. Le rôle principal du moteur essence est donc juste de charger la batterie. Bien sûr, quand la batterie est pleine, on peut rouler en mode tout électrique. Ce sont les deux modes. Le troisième mode caché, c'est que, contrairement à un Rex, ce moteur peut aussi être couplé directement aux roues avant pour les entraîner en cas de forte charge. Il y a donc techniquement trois modes, en parlant de batterie et de recharge. C'est une hybride rechargeable, et comme la plupart des hybrides rechargeables actuels, ça se passe uniquement par charge CA. Il faut environ 3 heures pour la recharger quand elle est presque vide, donc de 15% à 100%. La petite batterie a une autonomie annoncée de 40 km et la plus grande batterie a une autonomie annoncée de 90 km. La puissance du système pour la petite batterie est de 166 chevaux et la plus grosse batterie fait 212 chevaux, mais la vitesse de pointe est d'environ 180 km/h. Ça ne devrait pas être un souci. Que pensez-vous du design arrière? J'y vois un air de Mercedes GLB, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je suppose. Les feux arrière sont aussi très sympas. J'aime ce motif tressé complexe juste ici. On dirait le signe de l'infini. On dirait une hélice. J'aime bien cet effet de relief. Il y a aussi un bandeau LED qui vient relier les deux côtés, ce qui crée une belle ligne lumineuse qui élargit visuellement l'Atto aussi. Même ce spoiler à double bossage ajoute vraiment du style. Et pour finir, j'apprécie également beaucoup ce design dans le style d'un diffuseur d'air pour toute la partie inférieure du pare-choc. Pas de sortie d'échappement visible du tout, mais le design global est tout à fait soigné. Voici donc la clé. Elle est tout à fait simple. Bien sûr, elle a l'accès sans clé, il suffit d'approcher pour qu'elle se déverrouille et que les rétros s'ouvrent. Pas de poignées affleurantes, donc facile à trouver. On va tester le bruit de fermeture de la porte, d'accord?
Pas mal, je dirais que ça sonne plutôt solide. Il y a un tout petit peu de jeu ici sur cette baguette, regardez. Mais bon, ce n'est pas si mal. La porte s'ouvre vraiment bien en grand. Avec cette finition et ces couleurs, c'est un peu monochrome. Je dois bien avouer que je préfère les intérieurs un peu plus clairs, mais les matériaux ici tout en haut sont moussés. C'est aussi très souple, bien moussé juste par ici. C'est bien de voir de vrais boutons pour les lève-vitres. Tout est automatique à impulsion d'ailleurs, ce qui est une fonction top. Même pour les rétros, ce sont de vrais boutons. C'est souple ici aussi et, comme prévu, les plastiques sont un peu plus durs en bas. La finition active a des sièges en tissu et la version Boost, comme celle-ci, a une sellerie en simili-cuir vegan. Le contour des sièges est vraiment pas mal, un bon maintien latéral, même le rembourrage ici et les perforations, c'est top, ça fait vraiment haut de gamme. La version Boost bénéficie également de sièges à réglage électrique. Et une fois installé à l'intérieur, ça donne quoi? Comme c'est un SUV avec un toit assez haut, c'est super facile. J'ai juste à me baisser un peu et je peux glisser mes jambes à l'intérieur. Passons maintenant à l'intérieur, là encore un petit peu monochrome, mais avec le Boost, on a également bien droit à tout ça juste ici. Un toit panoramique vraiment très large et tout à fait spacieux, même s'il s'agit d'un toit en verre fixe que l'on ne peut absolument pas ouvrir pour ventiler un peu plus. Mais ça rend vraiment l'intérieur beaucoup plus lumineux. De beaux matériaux doux au toucher pour le tableau de bord, une boîte à gants spacieuse avec amortisseur et heureusement un bon vieux loquet à l'ancienne. Pas d'ouverture via l'écran tactile, mais ici, c'est un peu bizarre. Bon, j'aime le fait d'avoir du rangement en plus ici, mais tous vos câbles de recharge, donc votre prise 12 volts, deux ports USB-C sont ici. Vous devez brancher votre câble avant de prendre la route. Mais même là, pour charger son téléphone, faut tendre le bras, galérer avec le câble et après il dépasse sur le plateau. Il n'y a absolument aucun moyen de faire passer le câble jusqu'au plateau supérieur de la console. Mais au bout du compte, ce n'est pas si grave parce qu'on a le chargeur à induction juste ici, donc la recharge sans fil juste là-haut. C'est réfrigéré, mais assez curieusement, il y a même des bouches d'aération juste ici. Et enfin, au bas de cette console, on a des boutons physiques pour pouvoir changer le mode de conduite. On en reparlera plus tard. Votre start-stop moteur pour basculer entre l'électrique et l'hybride et même le réglage du volume. Le volant est vraiment très sympa parce que j'adore le fait d'avoir des boutons physiques. Sur le côté droit, ici, vous avez des boutons pour contrôler l'infodivertissement, le volume et ce genre de choses. Et vous voyez aussi que je peux passer directement à différentes vues et modes avec la carte en plein écran sur l'affichage numérique des instruments. Et sur le côté gauche, j'ai les commandes pour le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien de voix. Mes commandes de sécurité sont donc ici aussi. On les testera une fois qu'on roulera. Mais l'écran en lui-même est plutôt lisible. Par contre, la police est un peu petite par endroits. Une fois en mouvement, c'est un peu dur à lire, mais je ne peux pas trop me plaindre. Au centre, on trouve bien sûr le écran tactile de 12,8 pouces. Allez directement sur Google Maps pour vous connecter à votre compte et accéder rapidement à vos lieux et à la navigation générale, bien sûr. Et il y a un volet que vous pouvez faire glisser du haut pour accéder rapidement au niveau de freinage régénératif et à certaines fonctions d'assistance. Si vous allez dans les applications, vous verrez des choses intéressantes comme Android Auto, Apple CarPlay, mais aussi YouTube. Pendant la recharge, vous pouvez regarder Autoga Fuel et rattraper nos derniers épisodes. Il y a même une application de karaoké. C'est sympa, n'est-ce pas? Mais comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'unité de climatisation dédiée. On y accède par l'intermédiaire de l'écran tactile. Mais il vous faut aller dans un menu différent ici pour le chauffage des sièges et celui du volant. Ouais, j'aurais bien aimé une console à part avec des boutons physiques pour ça aussi. Ici en haut, on a bien sûr un pare-soleil avec miroir de courtoisie et lumière. Est-ce qu'il s'étire? Non, mais un autre détail a dû vous sauter aux yeux. Il y a un range lunettes juste ici. C'est pas mes lunettes de soleil. Jetons un œil à l'arrière. Bonne nouvelle, les portières s'ouvrent bien grand. Grâce à cet empattement long, l'ouverture ici est aussi pas mal. Installer des sièges auto est donc assez facile. Vous avez 2 points isofixes sur les 2 sièges extérieurs, pas ici au milieu. On monte à l'intérieur.
L'accès est encore une fois vraiment très facile. Les matériaux des portes, par contre, pas vraiment. La partie haute est un peu dure au toucher. J'aime beaucoup la texture, mais c'est du plastique dur. Ici, c'est bien souple, et on a vraiment de l'éclairage d'ambiance. En fin de compte, c'est pas trop mal. Parlons de l'espace maintenant. Waouh, c'est plutôt spacieux. Je dois dire que je fais 1,73 m. Ce siège est réglé sur ma position de conduite. Du coup, en étant assis derrière moi, j'ai vraiment plein de place aux genoux. J'ai plus d'espace pour glisser mes pieds. Mes pieds sous le siège avant, ça dépend bien sûr de la hauteur du siège lui-même, mais comme c'est un format SUV, il y a vraiment beaucoup d'espace pour la tête. Même avec ce grand toit panoramique, j'ai largement assez de place pour la tête. Il y a aussi des poches de rangement au dos des sièges. C'est marrant, regardez ça. Il n'y a qu'une seule bouche d'aération. Pas de séparation, donc c'est soit le passager de gauche, soit celui de droite qui profite de l'air. Mais au moins, vous voyez, ça ventile un peu l'arrière et il y a aussi 2 ports de charge USB-C. Il y a des bouches d'aération sous le siège avant, donc ouais, il y a assez d'air qui arrive à l'arrière. Un autre truc sympa à l'arrière, c'est le fait que le plancher soit complètement plat. Il n'y a pas de tunnel de transmission, ni de renfort central au niveau de la carrosserie du tout. Il y a aussi une sangle de retenue avec Isofix pour le siège passager avant. Et le siège du milieu? Car si le galbe est vraiment agréable pour les passagers latéraux, le galbe du siège du milieu s'avère quant à lui être en réalité quelque peu ferme. Il y a une grosse bosse juste ici. Et ouais, ce n'est vraiment pas le plus confortable. En fait, la base est vraiment très molle. Et là, je sens que j'ai les genoux un petit peu relevés. Il n'y a pas non plus beaucoup de soutien sous les cuisses. Donc, cette place centrale à l'arrière est réservée aux courts trajets, au mieux. Le dossier est assez droit, mais pas trop inconfortable. Cependant, on tire la petite languette et on peut l'incliner un petit peu, et là c'est tout de même devenu un peu plus confortable avec le grand toit panoramique. On s'y sent vraiment bien. Parlons maintenant du côté pratique. Pas de haillon électrique même sur cette version Boost, mais ce qu'on trouve à l'intérieur parle de lui-même. 425 litres de volume de coffre avec les sièges relevés. Voici ma valise cabine pour référence. Il y a donc vraiment énormément de place disponible à l'intérieur. On peut même retirer le plancher, ou plutôt le relever si l'on souhaite obtenir un seuil de chargement bien plat. Ça offre donc beaucoup plus de modularité et bien sûr, on peut aussi retirer complètement la plage arrière, comme ça. Et maintenant, vous pouvez accéder à ces tirettes. Elles sont vraiment très faciles à atteindre depuis l'arrière. Ensuite, on peut rabattre les sièges arrière totalement à plat et on dispose alors d'un volume de coffre de 1335 litres. Bon, maintenant, allons faire un petit tour. Atto 3 Boost, donc elle a 212 chevaux, le 0 à 100 en 7,5 secondes, enfin 100 km/h bien sûr, alors voyons voir. J'écrase la pédale. Ouais, pas mal du tout, pas foudroyant. Bien sûr, on a différents modes de conduite et on y reviendra plus tard, mais voyons comment elle se comporte ici dans ces petites rues étroites où, encore une fois, vous l'utiliseriez probablement la majeure partie du temps. Un truc qui attire déjà mon attention, c'est le bruit de ces clignotants. Écoutez ça. On peut vraiment chanter avec. C'est trop drôle! Le bruit traditionnel est carrément remplacé par ce son très mélodique. En fait, quand je me suis installé, je me suis dit « Oh, est-ce que ma ceinture n'est pas attachée? La porte est ouverte. » Parce qu'on dirait plutôt un signal d'alerte. Mais ouais, c'est assez unique, plutôt intéressant. De retour à la conduite en ville, je suis en mode normal maintenant. La sensation de direction est vraiment légère et avec cette position de conduite haute, j'ai une très bonne visibilité vers l'avant. J'arrive à voir parfaitement bien au-dessus du capot, ce qui me permet de positionner tout à fait facilement la voiture dans ces voies assez étroites et, même s'il s'agit d'un véhicule à traction avant, le rayon de braquage s'avère être en réalité vraiment excellent.
Comme nous allons le voir maintenant, je dois effectuer ce petit virage serré ici sur la droite. C'est vraiment très facile à faire. Regardez donc bien comment je m'y prends. Je fais exactement comme ça. Hop. Et voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Faire un demi-tour rapide de cette manière, c'est vraiment extrêmement facile. J'adore aussi le fait qu'il y ait un petit bouton de raccourci pour accéder direct à la caméra 360 degrés haute résolution qui est top. Bref, c'est clairement une voiture idéale pour la ville. Un autre point positif, c'est que le pare-brise est vraiment très haut, tout comme les vitres latérales d'ailleurs, et la lunette arrière offre elle aussi une visibilité qui est vraiment tout à fait excellente, c'est certain. Donc, globalement, ici en ville, se sentir à l'aise et en confiance ne pose absolument aucun problème. On a donc vu que l'Atto 2 est vraiment une super citadine, d'autant qu'elle est hybride. Et si elle est bien chargée et roule en mode EV, c'est encore mieux, car elle est silencieuse et réactive. L'accélération est suffisante pour se faufiler dans le trafic, mais qu'en est-il maintenant quand on sort de la ville sur une route de campagne? Alors, passons maintenant au mode sport. Nous allons donc ralentir et nous allons tester l'accélération qui va de 40 jusqu'à 80. C'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que l'accélération est bien plus franche à basse vitesse, donc encore une fois entre 10 et 20 ou même 30, mais cette reprise-là reste tout à fait correcte. C'est tout à fait correct. On ne ressent pas vraiment de punch malgré le mode sport et le fait que le moteur essence, comme nous étions en train de le dire, tourne en hybride parallèle et pas seulement en série. Ça ne va certainement pas vous décoiffer. Mais qu'en est-il donc alors de la direction? Ici aussi, en mode sport, la direction est un peu plus ferme, mais dans l'ensemble, on ne ressent pas vraiment de caractère réellement sportif. On remarque aussi un peu de roulis, nous ne disposons pas de suspension adaptative sophistiquée, on a même juste un simple essieu de torsion qui est situé au niveau du train arrière. On a donc un petit peu de roulis de caisse, ce n'est pas trop mal. Mais ce n'est clairement pas un ressenti très sportif. Et la sensation de poids de la direction semble assez artificielle. Le retour automatique au centre n'est pas forcément aussi fluide que chez certains de ses autres rivaux. Elle est donc bien mieux adaptée à une conduite tranquille pour cruiser. Oui, on peut tout à fait suivre le flux du trafic et s'assurer de conserver assez de puissance sous le pied pour pouvoir doubler très rapidement si besoin est. Mais elle ne cherche absolument pas à être sportive du tout. Cela dit, ces sièges sont en fait plutôt typés sportifs de par leur propre dessin. Je sens que le maintien latéral me cale vraiment bien et fermement, de telle sorte que je ne bouge absolument pas d'un seul poil. Donc même s'il y a un petit peu de roulis, on n'a vraiment pas l'impression d'être ballotté à l'intérieur de cette voiture. Et en général, je trouve ces sièges très bien. Je suis très agréablement surpris. La fermeté ainsi que la souplesse des différentes sections du siège sont par ailleurs vraiment tout à fait bien exécutées. L'assise a donc une fermeté subtile, tandis qu'ici, au niveau des lombaires, la mousse s'avère être un peu plus souple. Je pense donc qu'ils ont réalisé un bon mélange de matériaux pour offrir un siège qui soit à la fois très agréable et confortable. Quoi qu'il en soit, vous devriez toujours essayer une voiture et la tester selon votre taille et votre morphologie. Étant donné que je suis plutôt de petite taille, Thomas est bien sûr beaucoup plus grand, et donc pour lui, le soutien des cuisses ou des épaules serait un petit peu différent dans l'ensemble. Maintenant qu'on a l'occasion d'explorer les différentes fonctions de la voiture, on peut aussi jeter un œil au régulateur de vitesse adaptatif, à l'aide au maintien de voie et au système ADAS en général. Heureusement, on a un bouton de raccourci tout simple ici. Et maintenant, l'ACC est activé. Le système connaît déjà la limitation de vitesse à l'avance, il en tient donc compte de manière automatique. Il me suffit d'appuyer sur OK sur le volant. Il surveille la distance par rapport à la voiture de devant et détecte même, du moins en ville, même si c'est un peu moins précis que sur l'autoroute, tout aussi bien les bords de la route.
Et il va aussi détecter maintenant que le panneau de signalisation, la limitation de vitesse, a changé. Il va m'envoyer une petite notification assez rapide, je peux l'accepter. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi cette vue vraiment super sympa qui me montre très bien comment la voiture perçoit tout l'environnement autour d'elle. Je peux donc voir qu'il y a cette ligne en pointillé au milieu et une ligne continue située sur le côté droit. Nous sommes maintenant sur des routes sinueuses. Passons en mode sport. Bon, alors voyons voir. L'accélération n'est franchement pas si vive. C'est correct, c'est suffisant, mais ce n'est clairement pas foudroyant. On attendrait plus de 212 chevaux et d'un véhicule hybride. La suspension est aussi assez basique, avec un essieu de torsion à l'arrière et aucun système d'amortissement adaptatif. Il y a donc un petit peu de roulis, rien de bien méchant, et la direction a également un ressenti de poids qui fait assez artificiel. Elle n'est pas aussi naturelle que certaines de ses concurrentes qui ont un tempérament plus sportif. Le poids est, ouais, pas mal, mais elle ne se remet pas vraiment au centre. Vous voyez, si je lâche, elle ne revient pas parfaitement au milieu, donc c'est pas le véhicule le plus engageant à conduire. Mais c'est pas grave, c'est pas son but. Ce n'est pas un véhicule sportif, c'est juste une simple traction. Elle se vend pas comme une hot hatch ou une version sport, n'est-ce pas? L'Atto 2 Boost, le nom suggère juste que c'est la plus grosse batterie. Mais je pense que pour la plupart des conducteurs, beaucoup d'amis et de proches que je connais, vous voyez, les gens sont pas comme moi. Ils sont pas aussi mordus de voiture. Pour eux, ça serait largement suffisant. Donc pour le grand public, pour la cible visée par ce marketing, ce niveau de capacité dynamique, je pense que cela suffit bien largement. Ceci dit, je suis vraiment content de voir à quel point ces sièges me maintiennent bien en place sur ces routes. Vous savez, le maintien latéral est bien ferme. L'assise est aussi vraiment bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à bien maîtriser la densité de la mousse. Vous savez, c'est suffisamment souple pour ne pas peser sur vos articulations, mais assez ferme pour bien vous maintenir en place, par exemple comme ici, quand on prend des virages. Donc les sièges me maintiennent vraiment bien en place, même si la voiture tangue un petit peu. Le bruit du vent est un petit peu plus présent, je trouve. Ce n'est pas la plus silencieuse de sa catégorie. C'est juste un peu de vent venant des rétroviseurs. Sinon, j'entends pas vraiment les voitures qui me doublent. J'entends pas trop les pneus, même si j'ai, vous savez, de gros pneus neige bien massifs en ce moment. L'isolation phonique globale est donc aussi vraiment très bien. Le freinage régénératif aide également beaucoup. C'est pas trop intrusif, c'est vraiment agréable et rassurant, donc la pédale de frein ne semble pas du tout spongieuse. Et de cette manière, on peut récupérer beaucoup d'énergie et n'oubliez pas que c'est un Rex, n'est-ce pas? C'est toujours une hybride dans le sens où c'est une hybride série la plupart du temps et elle ne devient que très rarement une hybride parallèle. Donc peu importe ce qu'on fait, c'est toujours le moteur électrique qui lance le tout. Donc c'est aussi vraiment fluide, on n'a pas de passage de rapport, on n'a pas de latence, on n'a les sensations habituelles d'un moteur essence. Oui, c'est plaisant et les véhicules essence sont agréables, mais dans une hybride comme celle-ci, je préfère les modèles hybrides série à une sorte de CVT, parce qu'avec ça, on entend beaucoup plus le moteur. On sent bien que, vous savez, le moteur a cette tendance à bourdonner pendant l'accélération. Mais ici, c'est juste le moteur électrique qui prend le relais durant la majeure partie du temps. Alors, au bout du compte, oui, ce n'est pas la voiture la plus athlétique qui soit, ce n'est pas la plus, vous savez, sportive, mais pour assurer l'ensemble des tâches quotidiennes en ville et sur la route ouverte, elle remplit vraiment bien sa mission et même bien plus encore. Bon. Si on s'asseyait pour profiter un peu de la vue et discuter un petit peu au sujet de cette BYD Atto 2, à la fin du trajet, l'ordinateur indiquait que sur les 50 derniers kilomètres, je consommais environ 14 kWh au 100 km et environ 1 litre d'essence au 100 km. Et en conditions réelles, c'est une très bonne efficacité. Donc l'autonomie annoncée de 90 km en mode tout électrique est tout à fait raisonnable.
Si vous pouvez le recharger tous les jours, alors l'option avec la plus grosse batterie est peut-être la solution pour vous. Bien sûr, un autre facteur déterminant pour votre choix, c'est le prix. L'Active commence à environ 36 000 € en Allemagne et la Boost tourne autour de 39 000 €. Mais gardez à l'esprit que beaucoup de concessionnaires offrent de belles remises en ce moment, sans oublier les nouvelles aides et primes que le gouvernement propose également. On pourrait donc même parvenir à l'avoir pour un peu moins de 30 000 €. Et c'est là, je pense, que réside son plus grand atout, le rapport qualité-prix. Alors oui, c'est pas la plus sportive à conduire, il faut tout le temps corriger la direction, le train avant a tendance à s'écraser et à pas mal sous-virer, et les technologies d'aide à la conduite sont bien mais pas les meilleures. La conduite électrique n'a pas non plus de vraies pédales uniques, donc t'as pas tous les gadgets ni le top de la technologie, mais t'as vraiment tout ce qu'il te faut sans aucun superflu, et pour ce prix-là, je pense qu'elle est vraiment séduisante pour ceux qui cherchent une voiture polyvalente, bonne à tout faire au quotidien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos pour découvrir ses concurrentes et ainsi prendre une décision plus éclairée. Merci d'avoir regardé, à bientôt tout le monde.